l'invité d'Europe Nuit. Bonsoir Judith Benamou. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'art, vous écrivez aux Échos, dans Le Point, mais votre œil aiguisé se penche également, je parlais d'art, sur le marché de l'art. Alors on va parler argent, on va parler investissement. Vous revenez tout juste d'Abu Dhabi où vous avez suivi l'inauguration du Louvre avec Emmanuel Macron. On l'a compris, au-delà de ce superbe édifice, de la qualité des tableaux qui sont exposés, il y a un gigantesque enjeu financier derrière tout ça. L'art business à Abu Dhabi, c'est quoi ? D'abord, c'est un miracle. Le Louvre était en concurrence avec le Guggenheim. On se dit une proposition américaine, super souple, privée, puisque le Guggenheim est privé. Et face à ça, la pesanteur de l'administration des musées français. L'usine à gaz. Ouais. La grande usine à gaz. Et quoi ? C'est les Français qui gagnent. Le miracle absolu. 2 raisons à cela. La première, c'est un accord intergouvernemental. Il y a 10 ans, ont été signés environ 300 obligations des 2 parts, de telle manière que l'État français et l'État émirati soient engagés sur ce projet. Et avec le Guggenheim, c'était simplement une relation privée d'ordre contractuel. Deuxièmement, la France a eu l'idée géniale de créer une société de droit privé qui réunit les 17 musées qui collaborent avec le Louvre à Abu Dhabi, c'est-à-dire la souplesse, une flexibilité pour organiser la pesanteur administrative française. Et donc c'est gagnant pour tout le monde. Géniale idée. Géniale idée au niveau business. Pour arriver, big business. Et pourquoi pas, après tout, on dit que la France est toujours à la traîne, etc. Et tout d'un coup, la France est hyper gagnante. 1 milliard de dollars reversés. Je sais pas, on dit 1 milliard d'euros, on dit 1 milliard de pounds. Les Anglais disent 1 milliard, le musée a 1 milliard de pounds. Donc moi, j'ai pas fait le calcul précis. En plus, les échéances vont de 1 an à 30 ans. Par exemple, la location du non-Louvre, c'est 400 millions d'euros. Pour 30 ans. On sait que les Émiriens ont été éminemment conseillés par des experts français pour choisir les tableaux de la collection permanente de ce musée à Abu Dhabi. Mais sur place à Abu Dhabi, le marché de l'art, c'est quoi ? Il y a des collectionneurs, qu'est-ce qu'ils aiment ? Est-ce qu'ils y connaissent quelque chose ? Est-ce qu'ils sont conseillés ? Comment ça marche ? Alors déjà, pour la collection permanente, c'est une structure française qui propose et qui dans la structure française, il y a aussi des intervenants avec un droit de veto émirien. Donc l'organisation, la grosse machine, elle est française. Par ailleurs, le marché de l'art à Abu Dhabi, il est absolument inexistant. Il y a une foire qui existe depuis... Pour l'instant. Oui, il y a une foire, mais ça n'a rien à voir avec le musée. Il y a une foire qui existe depuis une dizaine d'années, à laquelle je me suis souvent rendue et qui existe en même temps d'ailleurs que l'ouverture de la foire. J'y suis allée aussi avant-hier. Et c'est une foire d'un niveau très médiocre, il n'y a aucun doute là-dessus. Et en fait, c'est comme une foire comme on l'imagine au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il y a quelques marchands qui viennent, beaucoup de marchands régionaux et quelques marchands internationaux, et la famille royale achète des œuvres qui leur plaisent ou pour faire en sorte que les galeries les plus intéressantes reviennent l'année d'après. En tout cas, si on est conseiller en art, expert en art, c'est un nouveau marché pour aller expertiser, pour aller conseiller des collectionneurs sur place ? Non, pour l'instant rien. Non, en fait, il y a eu une accalmie totale de la part du Moyen-Orient en termes de marché de l'art. Le gros acheteur, c'était le Qatar. Et avec la baisse des prix du pétrole et du gaz, il y a beaucoup moins d'acheteurs. Ça, c'est clair. Mais du coup, ce musée ne va pas entraîner une nouvelle vague selon vous ? Non, ce musée, ça devient un lieu absolument unique dans la région, mais au sens très large, c'est-à-dire presque en Chine, qui a 3 heures de vol, jusqu'en... l'Inde, jusqu'en Inde, 2 heures de vol, il n'y a aucune proposition comparable nulle part à plusieurs heures de vol dans cette région du monde. C'est extraordinaire. C'est un musée universel, c'est-à-dire un musée qui veut raconter l'histoire de l'homme depuis l'ère préhistorique jusqu'à aujourd'hui. C'est une ambition colossale et on montre ça sans limite ou presque. C'est-à-dire que tous les tabous qu'on attendait de la part d'un pays qui pratique assidûment l'islam, l'interdiction de représentation du corps humain, c'est accepté. L'interdiction du nu, il y a des nus, par exemple, il y a des rodins, des jeunes filles qui font des galipettes, il y en a plusieurs. Et c'est d'ailleurs très mignon. Il y a, par exemple, il y a aussi des éléments historiques
qui témoigne de la pratique juive. Il y a une stèle de tombe du XIIe siècle avec des écrits en hébreu. Donc on veut concilier toutes les religions sur bien, on veut montrer l'histoire. Et l'histoire, ça comprend pas que les musulmans, ça comprend aussi les chrétiens. Il y a des Christ et des Madones. Ça comprend aussi des bouddhistes. Et il y a des Bouddhas. Et ça comprend tout, et on veut tout montrer. Alors je suis pas sûre qu'on veuille montrer des photos contemporaines de nus, mais en revanche, dans le déroulé de l'histoire de l'art, puisque c'est une exposition chronologique et donc qui embrasse le temps et l'espace, on a une vision extrêmement large et qui a été orchestrée par les Français. Quand on parle de cette structure à laquelle vous faisiez référence au début de l'interview, c'est-à-dire cette société française, France Muséum, voilà, qui permet justement de concilier, de mettre en œuvre ce marché de l'art dans le Louvre à Abu Dhabi, est-ce que ça ne va pas attiser d'autres convoitises? Est-ce que par exemple, moi, musée Tartampion, je vais vouloir prêter au Louvre à Abu Dhabi, est-ce que je vais pouvoir le faire? Et si oui, dans quelles conditions? Mais non, en fait, il y a 17 musées. Oui, il y a 17 musées qui sont entrés dans la danse à différents niveaux. Et maintenant, c'est trop tard. Ah bah oui, c'était il y a 10 ans, un accord intergouvernemental, et aujourd'hui, tout est fixé. Ça peut s'amender. Oui, bien sûr, mais je vois pas. De toute façon, les musées majeurs sont là. C'est-à-dire les musées français uniquement. Ah oui, français. Ah non, il y a par exemple, il y a une sculpture exceptionnelle jordanienne qui est exposée. J'ai été assez étonnée. Mais c'est-à-dire des musées américains, anglais, etc. ne pourront plus être dans cette danse-là. Cela dit, le Guggenheim, qui devait ouvrir qui a commencé à créer une collection, a prêté des œuvres du Guggenheim à Abu Dhabi au Louvre à Abu Dhabi. Est-ce que c'est un cas unique, Judith Benamou? Je disais en préambule que c'était une énorme machine à cash, mais est-ce que c'est pas aussi... Plus que ça, quand même. Oui, mais est-ce que c'est aussi le cas d'autres lieux de culture dans d'autres pays du monde? Est-ce qu'il y a comme ça, derrière la façade, derrière la culture, derrière l'immensité, les beaux tableaux, l'histoire qu'on veut raconter, est-ce qu'il n'y a pas quand même des dividendes énormes parce qu'il y a un marché de l'art derrière tout ça? C'est pas exactement un marché de l'art, c'est une... En fait, l'art, ça représente beaucoup de pouvoir depuis toujours, et lorsqu'il y a du pouvoir, il y a de l'argent. La seule chose à laquelle je pourrais comparer, qui n'est pas vraiment comparable, c'est en 97, l'ouverture avec l'extension du Getty, qui est un musée extrêmement riche. Et c'est un musée comparable parce qu'il a une vocation universelle. Où est-ce qu'il est, ce musée? Il est à Los Angeles, et c'est un musée tout à fait fascinant, mais c'est un musée qui a presque un pouvoir politique parce qu'il a beaucoup d'argent, ils font des fouilles, ils font des recherches, ils financent des recherches sur les thématiques qui leur sont chères, etc. Mais c'est pas comparable parce que ouvrir un musée à Los Angeles, ça n'a rien à voir avec ouvrir un musée à Abu Dhabi où il y a des pistes de course automobile, des hôtels et des restaurants indiens et chinois. Et une position stratégique et militaire aussi pour la France. Exactement. William Galibert le faisait très bien remarquer dans son reportage hier. On parle, je vais encore reparler d'argent, je vais encore vous énerver, Judith Benamou, mais c'est pourtant votre... Mais non, c'est pas un tabou, il n'y a pas de problème. C'est pourtant une de vos spécialités, le marché de l'art dont le curseur est fixé par des grands collectionneurs comme Bernard Arnault ou François Pinault. Ce sont des milliards de dollars. Est-ce que l'art, la toile, le peintre, l'histoire d'un tableau, l'histoire vécue, une émotion finit pas par s'éclipser devant toutes ces liasses de billets? Mais pas du tout. On achète de l'histoire et de la grande histoire magnifique. Il y a des tas d'objets qui sont indifférents à tout le monde et tout d'un coup qui sont achetés parce qu'ils incarnent la grande connaissance de l'homme. C'est fascinant. Mais est-ce que ça ne s'est pas inversé parce qu'un jour un collectionneur a fixé le prix d'un tableau? Est-ce qu'aujourd'hui un Gerhard Richter, un Francis Bacon ou un Jackson Pollock n'est pas aussi beau parce qu'il est cher? Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec le Louvre à Abu Dhabi. D'ailleurs, le Louvre à Abu Dhabi montre un tout petit peu d'art contemporain. La majorité, et ce qui est vraiment montré en majesté, et le plus réussi d'ailleurs, c'est l'art ancien au Louvre à Abu Dhabi. L'art contemporain, c'est un peu maladroit dans l'exposition, je trouve. Parce qu'ils n'ont pas assez d'espace, ils n'ont pas prévu assez d'espace pour l'art contemporain. C'est suffisamment maladroit pour que je vous pose la question, et vous avez bien fait de recadrer. Ce musée est sur l'art ancien et sur l'histoire. Merci Judith Benamou d'avoir été l'invitée d'Europe Nuit. Dans un instant.